Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier chapitre des révolutions en Atlantique avec la révolution de Saint-Domingue. Alors, on commence tout de suite. Saint-Domingue, alors, cette révolution commence en 1791, soit 2 ans après les événements révolutionnaires en France, pour se terminer en 1804, sous le premier empire de Napoléon Bonaparte. Alors, on va voir comment, justement, les idées des Lumières, encore et toujours, vont conduire à l'abolition de l'esclavage suite à la révolte des esclaves de l'île de Saint-Domingue. Alors, je vous présente Saint-Domingue. Saint-Domingue est, jusqu'à la Révolution française, la colonie française la plus prospère de toutes les possessions françaises de par le monde. Alors, où est-ce qu'elle se situe? Dans les Caraïbes, dans les Antilles, vous le voyez ici, vous avez la mer des Caraïbes juste ici au sud, vous avez Cuba qui est ici, vous avez la Martinique et la Guadeloupe, donc la Guadeloupe est ici, la Martinique est là, et vous avez Saint-Domingue dans les Antilles qui sont divisées en deux, c'est-à-dire la partie orientale, possession espagnole, la partie occidentale tournée vers Cuba, possession française. Alors, donc, la ville principale est la ville du Cap, qui est ici, vous voyez que c'est la plantation et surtout une colonie typiquement européenne, vous reconnaissez son plan en damier, avec le siège de l'administration centrale ici, le fort, et les quartiers et les plantations. Ici, vous avez les parcelles et les plantations qui sont les possessions des colons et des mulâtres. C'est ce qui me permet de vous expliquer un petit peu la situation. On considère qu'il y a 600 000 individus vivant sur l'île de Saint-Domingue. Mais le rapport de force est assez particulier. Sur ces 600 000 habitants, vous avez, grosso modo, 60 000 colons français, des citoyens français qui sont venus s'installer pour prospérer. Vous avez ensuite 40 000 mulâtres. Les mulâtres, les voici, ils sont ici. Qu'est-ce que sont les mulâtres? Il y a encore une mulâtre ici, ou encore un monsieur est là. Un mulâtre, tout simplement, c'est une personne qui est métisse, qui est d'un père ou d'une mère blanche, généralement c'est plutôt un père blanc, et une femme ou un père de couleur noire. D'accord? Ces mulâtres sont libres. Ils sont libres, ils ont même le droit d'avoir des terres et surtout d'avoir des esclaves également. Ils sont 40 000. Ce qui les distingue, par contre, des colons français, c'est le fait qu'ils ne portent pas le titre de monsieur. Ce titre, vous savez, quand vous croisez une personne, vous avez le titre de monsieur avant le nom. Ça montre le caractère de citoyen français, même de n'importe quel citoyen européen. Autre chose qui montre également l'appartenance aux colons français à l'aristocratie, c'est le port de l'épée. C'est important, vous pouvez porter l'épée et le titre, ce qui montre que vous êtes un citoyen français et d'un rang assez élevé. Les mulâtres n'ont pas le droit, ils n'ont pas le titre de monsieur ni le droit au port de l'épée. Donc ils sont des citoyens de seconde zone dans la colonie. Et à côté de ça, vous avez, donc on les voit, ici ou encore ici, vous avez 500 000 esclaves. Donc vous regardez bien un petit peu que le rapport de force est quand même à peu près les 2 tiers en faveur des esclaves. Alors ces esclaves vivent sous le régime du Code noir. Qu'est-ce que c'est que le Code noir? Tout simplement, c'est une ordonnance royale, un texte royal, c'est un texte de loi donc, qui a été réalisé en 1685 par le ministre Colbert. Alors il est composé de 60 articles, comme je le mets sur le document. Il règle la vie des esclaves dans l'ensemble des colonies d'Amérique. Vous voyez le titre, recueil d'édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l'Amérique. D'accord? Alors, qu'est-ce qui régit tout simplement? Je vous donne deux exemples. Par exemple, les rapports entre les hommes et les blancs, entre les hommes de couleur et les blancs. Les mesures pour empêcher les soulèvements d'esclaves. Il y a eu pas mal de soulèvements d'esclaves, ce qu'on appelle les révoltes des nègres marrons. Je vais expliquer en quelques secondes ce que ce sont ce qu'on appelle les nègres marrons. D'accord? Il y a aussi des révoltes par rapport sur la farine, le sucre, etc. Donc le Code noir est là également pour les régir. De plus, il évite et il codifie l'éducation des populations noires, notamment en matière de religion. Comme je l'ai indiqué sur le document, c'est la différence des colons à l'égard de l'éducation religieuse de leurs esclaves. Ils sont exclus pour certains de la vie religieuse. Non, pas l'église par exemple. D'accord? Donc voilà un petit peu pour ce Code noir. Ce Code noir
sera en vigueur jusqu'à l'abolition de l'esclavage en France. À la même époque, vous savez, les idées des Lumières tendent à se développer. Et les Lumières, je vous l'avais expliqué dans un cours précédent, sont ouvertement critiques vis-à-vis de l'esclavage. Hein, alors, je vais d'abord parler de Montesquieu avant de vous parler de Voltaire. Dans l'encyclopédie, il est dit que rien au monde ne peut rendre l'esclave légitime. Ou l'esclavage légitime. Les deux tournants de France. Montesquieu écrit que comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre nature. Pour lui, il le dit, tout homme né est libre et égaux, il aura droit à la loi. Il en est de même pour les esclaves. Nous naissons de la même façon. Pourquoi on devrait mettre des gens en esclavage? Tout simplement. À notre homme va plus loin, c'est Voltaire, avec son ouvrage Candide, qui dénonce, lui, le statut d'esclavage. Si vous connaissez, je pense que vous allez découvrir alors, d'habitude, Candide est étudié en première en français, avec la réforme du bac, c'est à voir. Néanmoins, vous étudierez Candide, un jour ou l'autre, au lycée. D'accord? C'est l'histoire de cet esclave du Suriname, qui dénonce les horreurs, les exactions commises par les colons blancs envers les esclaves. D'accord? Alors, pourtant, par exemple, Voltaire dénonce l'esclavage. Sachez qu'il possède des actions et des compagnies d'esclavage, malgré tout. Vous voyez un petit peu à nuancer. Il y a d'autres Français qui participent également à la lutte contre l'esclavage. Alors, Condorcet, j'en ai parlé un tout petit peu au moment des Lumières. Condorcet propose un affranchissement progressif et le rachat des esclaves. C'est-à-dire que lui, passer d'un système à un autre tout de suite d'un coup serait impossible. Une forme d'affranchissement progressif se mettra en place pour utiliser le même statut que les mulattes. Et un autre, que vous commencez à bien connaître, notre cher ami Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, qui est au niveau de l'esclavage. Alors il n'est pas un grand acteur de la Révolution de Saint-Domingue, il est, au moment où la Révolution éclate, il est empêtré dans la Révolution française. Lorsque Haïti devient indépendante, je vous rappelle, il revient à peine de son exil en Autriche. Mais Lafayette est un fervent opposant à l'esclavage. Il l'a vu en Amérique. Et déjà, il souhaitait que les pères fondateurs, Washington, Jefferson, Franklin, mettent fin à l'esclavage. La plupart Jefferson notamment était plutôt enclin. Jefferson avait une liaison avec une de ses esclaves. Franklin était lui aussi partisan de la chose, mais il le fera qu'à sa mort. Lorsqu'il décédera, il affranchira ses esclaves. Mais, vous voyez déjà que notre petit Lafayette, continue à pousser ses idées en France, toutes ces idées qu'il a lues des Lumières, qu'il a nourries pendant la Révolution française. Notre cher Gilbert continue à les répandre en France. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il crée avec d'autres nobles français la Société des Amis des Noirs pour l'abolition de la traite et de l'esclavage en février 1788. À la même époque où il se dit partisan d'une monarchie parlementaire, c'est-à-dire avec le roi et un conseil et des conseillers, il annonce également sa volonté de mettre fin à l'esclavage. Vous voyez encore une fois que Lafayette est de tous les combats modernes de son époque. J'avance sur la DDHC. La DDHC, donc cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous la connaissez, avait suscité plusieurs choses. Déjà d'immenses espoirs en matière de liberté pour les colons. De l'autre côté, face aux idées Lumières qui étaient les éléments fondateurs de la Révolution française, les colons français espéraient souffler un petit peu. On est de l'autre côté de l'Atlantique, on va nous oublier un petit peu. Malheureusement, ils vont se tromper, les éléments de Paris vont arriver jusqu'à Saint-Domingue. Alors, cette DDHC, je viens de vous le dire, avait suscité d'immenses espoirs de liberté parmi les hommes de couleur. Et les blancs des milieux modestes, c'est-à-dire que, évidemment, les blancs des milieux modestes n'ont pas les mêmes droits et égalités vis-à-vis des blancs riches de la colonie. Donc, pour les mulâtres, pour les certains esclaves, voilà, ça sentait quand même bon. On va dire ça que la situation était propice. Le problème, c'est que ce sont les mulâtres qui vont obtenir des droits, et pas les esclaves. Les mulâtres nés d'un père et d'une mère libre auront donc des droits civiques, c'est-à-dire qu'ils seront garantis par la Révolution française, et notamment par la Constituante du 15 mai 1791, qui promulgue que des hommes de couleur libres auront l'égalité de droit avec les blancs. C'est-à-dire que si vous êtes un mulâtre ou un esclave libre, et que vos parents ont été libres, vous jouirez des mêmes droits que les citoyens français. Le problème, c'est que pour les esclaves, ils sont un petit peu oubliés. Ils sont mis encore une fois au placard.
ces mesures ne sont pas du tout de bon, du tout de bon goût pour les autres esclaves. Et les esclaves noirs, et surtout les nègres marrons qui sont en fuite et en cavale dans les montagnes de Saint-Domingue, dans la forêt de Saint-Domingue, vont commencer à protester lourdement contre la Constituante. C'est-à-dire pourquoi la France, pourtant, qui s'appuie sur les idées des Lumières, on est contre l'esclavage pour la Révolution française. Pourquoi alors on ne prend que des demi-mesures et pas des mesures entières? Voilà un petit peu leur revendication. Alors, c'est ce qu'ils avaient au début de la révolte. Les débuts de la révolte vont commencer de la façon suivante, c'est-à-dire tout simplement que les mulâtres vont commencer à protester contre certains droits. Les blancs également. C'est-à-dire que mulâtres et blancs vont s'affronter sur les droits, et sur l'idée d'abolition, tout en se servant de leurs esclaves. C'est-à-dire que les esclaves vont être instrumentalisés dans les tractants. C'est-à-dire que les tensions vont monter, mais on mobilise les esclaves des deux côtés. C'est-à-dire que malheureusement, les esclaves noirs, qui sont encore soumis au code noir, se retrouvent dans les deux camps différents. Et chacun va essayer de dire, si vous vous retournez contre votre maître, vous donnera à vous votre liberté, etc. Donc les tensions commencent à être particulièrement vraiment violentes. Et ça va éclater en août 1791. Une insurrection est donc décidée lors d'une cérémonie vaudou. Cette cérémonie vaudou a lieu sous la présidence de Dutty Boukman. Alors Boukman, il est né en Jamaïque. C'est un espèce d'habitation turpin dans la plaine du nord de Saint-Domingue. Il est ce qu'on appelle un Oungan, c'est-à-dire un prêtre vaudou. Dans la nuit du 14 août 1791, au bois Caïman, ça lui reculé, il organise une cérémonie vaudou pour un grand groupe d'esclaves. Voici une représentation de ce qu'on appelle la cérémonie, qui était représentée, qui est toujours, donc c'est tiré du musée justement d'esclavage de Saint-Domingue. On voit Boukman, ici, mettre en place une cérémonie pour inciter à la révolte contre les Blancs. Cette cérémonie est donc le point de départ de l'affrontement qui va éclater, et ce qu'on appelle à partir de maintenant l'insurrection. Cette insurrection va être conduite par les esclaves, mais également par les nègres marrons, et qui se revendiquent de l'abolition de l'esclavage. Pour eux, l'esclavage doit être terminé, et ils vont se revendiquer. Donc ils vont prendre les armes et attaquer les plantations, et surtout les blancs, les populations blanches, c'est-à-dire les colons français. Donc dans la nuit du 22 août au 23 août 1791, Boukman et ses lieutenants se lancent à l'assaut de la révolte. Elle fera des centaines de blessés, des centaines de sucreries de plantations de caféine seront détruites. Les blancs eux-mêmes seront massacrés par centaines. C'est-à-dire qu'on a des centaines de blessés, des plantations qui sont mises à feu. Vous voyez ici, il y a des incendies qui se propagent au-dessus des plantations, et vous voyez là, hommes, femmes et enfants sont massacrés par les colons. Par les esclaves, pardon, excusez-moi. C'est le début donc d'une longue et meurtrière guerre qui mènera à la dépendance de la prospère colonie. Alors évidemment, face aux tensions, la métropole va être sollicitée par les colons blancs, excusez-moi, et on va faire appel à quoi? Des contingents militaires, c'est-à-dire qu'on va dépêcher les troupes de France, qui sont alors menacées pendant 91, on est en plein de troupes révolutionnaires, en pleine terreur, on s'attend à une invasion de l'étranger, on va devoir dépêcher les troupes des cœurs expéditionnaires pour mater la révolte. Alors, je m'arrête là pour cette première partie. Tout de suite, vous prenez la seconde partie qui commence à partir de cette diaporama là, puisque aujourd'hui on fait le cours complet.